Alors, la fin de l'exonération fiscale de 10 ans en Israël, c'est vraiment une étape clé pour tout toller à Dash, n'est-ce pas? La grande question, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois que ce cap est franchi? Bon, dans ce décryptage, on va justement décortiquer tout ça pour voir comment aborder cette transition, le plus sereinement possible. Voilà la question que tout le monde se pose évidemment. Et vous savez, loin d'être juste une source d'inquiétude, la fin de cette période, c'est avant tout une opportunité. Oui, l'occasion de prendre les bonnes décisions pour optimiser sa situation fiscale. Allez, on attaque le vif du sujet. Alors, voilà comment on va procéder. On commence par un petit rappel sur ce qu'était l'exonération. Ensuite, on verra la grosse nouveauté, l'obligation de déclarer. Puis, les défis à anticiper et bien sûr, les étapes concrètes à suivre. Section 1, l'horloge des 10 ans. Un chapitre avantageux se termine, mais que se passe-t-il après? En fait, il faut voir ça non pas comme une fin, mais vraiment comme le début d'une nouvelle phase dans sa vie financière en Israël. Une phase qui demande, c'est vrai, un petit peu plus de préparation, tout simplement. Ok, passons à la deuxième partie. Un petit récapitulatif sur l'exonération. Pour bien comprendre ce qui change, c'est toujours bien de regarder un peu en arrière, de voir ce qu'était exactement cette exonération et à quoi elle servait à l'origine. Alors, qu'est-ce que c'était concrètement? Cette fameuse exonération de 10 ans, c'était simple. Elle permettait aux nouveaux arrivants de ne pas payer d'impôts en Israël sur leurs revenus de sources étrangères. Et ce, pendant une décennie. L'idée derrière, c'était vraiment de faciliter l'intégration, de donner un peu d'air pour se concentrer sur sa nouvelle vie. Il y avait donc un compromis assez clair, un jeu d'avantages et de limitations. D'un côté, c'était une aide super précieuse pour démarrer, pour s'intégrer, pour utiliser ses fonds, bref, pour encourager l'immigration. Mais de l'autre côté, il y avait des limites bien précises. D'abord, ça ne s'appliquait qu'aux revenus étrangers, pas aux revenus locaux. Et surtout, c'était limité à 10 ans. Et c'est bien cette limite qui nous amène à la situation d'aujourd'hui. Et on arrive maintenant au cœur du sujet, le vrai changement fondamental, la déclaration. Parce qu'au-delà de l'impôt en lui-même, la véritable nouveauté, c'est cette obligation de déclarer absolument tous ses revenus, peu importe d'où ils viennent dans le monde. Le message est on ne peut plus clair. À la fin des 10 ans, il faut tout déclarer en Israël. La transparence devient la nouvelle norme, la nouvelle règle du jeu. Qu'ils proviennent d'Israël ou de l'étranger, tous les revenus doivent être sur la table. C'est aussi simple et aussi important que ça. Ok, donc on doit tout déclarer. Mais ça nous amène à une autre question qui est super importante. Qu'est-ce qu'on entend exactement par revenu mixte? C'est une bonne question, parce qu'en réalité, très peu de gens ont des revenus qui viennent d'une seule et unique source. Alors regardons ensemble lesquels les plus courants. Et voilà des exemples très concrets de ce que ça veut dire. Ça peut être un employé qui a un salaire en Israël, mais aussi un salaire de l'étranger. Ou un retraité qui touche une pension israélienne et une pension étrangère. Pensez aussi aux propriétaires qui ont des revenus locatifs de l'étranger, par exemple de France. Ou encore les investisseurs qui reçoivent des intérêts, des dividendes de l'étranger. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle un revenu mixte. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, comment on navigue dans cette nouvelle réalité? C'est ce qu'on va voir dans cette partie, les principaux défis fiscaux. On va parler des règles clés, des pièges à éviter et des réformes récentes. L'idée, c'est de ne pas tomber dans des erreurs qui pourraient coûter cher. La question est posée. Quels sont les plus grands pièges à éviter? C'est essentiel de les connaître. Pour bien se préparer, il faut d'abord identifier les risques. Il y en a 2 en particulier qu'il faut absolument avoir en tête. Alors, voilà ces 2 points cruciaux. Le premier, c'est le potentiel d'impôt supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si un revenu a déjà été taxé à l'étranger, Israël peut demander de payer un complément si son propre taux d'imposition est plus élevé. C'est un point important. Et le deuxième point, qui peut être le plus grand danger, c'est le risque de double imposition. Là, c'est simple. S'il n'y a pas de convention fiscale entre les 2 pays, on peut se retrouver à payer l'impôt en totalité dans les 2 pays sur le même revenu. C'est le piège ultime. Donc attention, s'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Il faut toujours vérifier la convention fiscale entre Israël et le pays d'origine des revenus. C'est le document clé. C'est lui qui définit les règles du jeu, qui dit quel pays a le droit d'imposer quoi, et surtout comment on évite cette fameuse double imposition. C'est la référence numéro 1, le point de départ de tout. Et attention, même quand il y a une convention, ce n'est pas toujours si simple. Prenez cet exemple. L'article 6 de la convention fiscale franco-israélienne doit être interprété au cas par cas. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça montre bien que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches. Chaque situation est unique, et ça souligne à quel point une analyse vraiment personnalisée, souvent par un expert, est indispensable. Il faut aussi savoir que le paysage fiscal, il n'est pas figé, il évolue.
Regardez, pour une alia, avant 2026, l'exonération de 10 ans s'applique, comme on vient de le dire. Mais pour ceux qui arriveront après le 1er janvier 2026, de nouvelles lois pourraient introduire une obligation de déclarer les revenus étrangers, ce qui remet un peu en question le principe même de l'exonération. Et même le Bitoa Léomi, l'exonération de cotisations sociales, est aussi dans le viseur de nouvelles réformes. Donc la conclusion, c'est qu'il est absolument crucial de se tenir informé. Allez, dernière partie, et pas des moindres, les prochaines étapes proactives. Il est temps de passer de bénéficiaire passif à gestionnaire actif. C'est ça, le changement d'état d'esprit. La fin de l'exonération, ça marque vraiment le début d'un rôle beaucoup plus actif dans la gestion de sa propre fiscalité. Il s'agit donc de trouver un nouvel équilibre entre ses droits et ses obligations. D'un côté, les obligations, elles sont claires. Il faut déclarer tous ses revenus avec précision et bien sûr respecter les délais de paiement. Il faut être totalement transparent. Mais de l'autre côté, il y a des droits. Le droit de connaître les déductions fiscales auxquelles on peut prétendre, le droit de vérifier ses avis d'imposition pour chercher les erreurs, et le droit de contester si quelque chose ne va pas. C'est une relation à double sens. Et au bout du compte, quel est l'objectif? C'est de construire une relation de confiance et de crédibilité avec l'administration fiscale. Franchement, la meilleure approche, la plus intelligente, c'est la transparence. Une déclaration qui est complète, qui est honnête, ça ne fait pas que renforcer sa propre crédibilité. Ça établit une base saine pour l'avenir. Et ça, sur le long terme, c'est toujours un avantage. Pour conclure, il faut vraiment voir les choses comme ça. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. La fin de cette période de 10 ans, c'est l'occasion de prendre pleinement les rênes de sa situation financière en Israël. Et avec une bonne préparation, cette transition peut tout à fait être gérée avec succès. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si on va s'adapter, mais plutôt comment on va s'y préparer pour prendre le contrôle.